Bonsoir à tous, merci d'être présents ce soir pour cette nouvelle rencontre du cycle consacré à la démocratie participative, organisée par la Bibliothèque publique d'information. Programme qui a été monté en collaboration étroite avec Loïc Blondiot qui va animer cette nouvelle rencontre. Je remercie bien sûr très chaleureusement les intervenants de ce soir, Marianne Doury, Romain Badouard et Dominique Cardon, mais je laisserai à Loïc Blondiot le soin de les présenter plus en détail. En revanche, Loïc, je vous présente pour les personnes qui ne vous connaîtraient pas encore. Donc, vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous êtes actuellement, et vous m'avez dit que ça vous prenait beaucoup de temps, vous êtes membre du comité de gouvernance de la Convention citoyenne sur le climat, qui en principe se poursuit jusqu'en janvier, voire février. Et vous êtes bien sûr aussi l'auteur de nombreux articles et de nombreux ouvrages. Je ne vais bien sûr pas tous les citer, mais enfin quelques-uns qui vous éclaireront sur les travaux sur lesquels vous travaillez. Le nouvel esprit de la démocratie, actualité de la démocratie participative, publié à Paris au Seuil en 2008. Avec Dominique Bourg, vous avez publié en 2017 Inventer la démocratie au XXIe siècle, l'Assemblée citoyenne du futur, publié au Lien qui libère, et votre dernier ouvrage en date, datant de 2018 aux presses de Sciences Po, La démocratie des émotions. Très bonne soirée. Merci à tous d'être là ce soir pour ce débat. Merci Sébastien pour l'organisation de ce cycle. Nous sommes à la deuxième et avant-dernière session de ce cycle de 3 soirées autour de ce qu'on appelle la démocratie participative. La première séance à laquelle certains d'entre vous ont peut-être assisté portait sur l'échelle finalement de la participation citoyenne dans nos démocraties. Et elle avait donné lieu finalement à un débat tout à fait stimulant. Et cette deuxième séance porte sur une question dont on parle beaucoup aujourd'hui, mais dont on parle, de mon point de vue, relativement mal, ou en tout cas de manière très approximative, qui est la question du débat à l'ère du numérique. On reviendra finalement à la fois sur la généalogie de ce processus de déplacement finalement de la participation et du débat politique sur Internet, vers Internet. On y reviendra de manière très générale, mais moi ce qui m'intéresse, en tout cas ce qui nous a intéressé dans cette session, c'est de poser la question de savoir si, le débat politique sur Internet avait une spécificité par rapport au débat politique classique, ou en tout cas dans la vie réelle. Se poser la question aussi de savoir si les inquiétudes aujourd'hui qui nous hantent quant aux effets pervers des réseaux sociaux sur la démocratie sont ou non justifiées. On voit surgir des interrogations sur les bulles de filtre, sur les questions sur lesquelles on reviendra, sur l'enfermement finalement des opinions sur Internet, des interrogations sur les fake news et leur poids dans le débat public, un poids que certains, à tort ou à raison, jugent disproportionné. Des interrogations aussi sur ce que Romain Badouard appelle la brutalisation du débat public ou des échanges sur Internet. Dans quelle mesure finalement l'anonymat sur Internet, les modalités même du débat, les dispositifs conduisent ou non à augmenter la violence de ces débats. Pour commencer, donc je vais vous présenter les 3 intervenants. Pour commencer, un ensemble de 3 interventions d'une quinzaine de minutes. Ensuite, la discussion se fera avec la salle. J'ai demandé à Marianne Doury, qui est une spécialiste du débat public, qui est professeure de sciences du langage à l'université Paris-Descartes, de revenir finalement à un certain nombre de fondamentaux, qui est de savoir qu'est-ce que c'est que débattre, en général et en ligne,
Qu'est-ce que c'est qu'argumenter? Et elle a publié il y a 2 ou 3 ans un livre qui s'intitule Argumentation, hein, analyser les textes et les discours. C'est comment rendre raison, comment analyser finalement les échanges d'arguments sur Internet. Et je suis vraiment ravi qu'elle puisse finalement nous introduire sur cet aspect théorique, hein, de la question de l'argumentation et du débat public. Ensuite, je donnerai la parole à Dominique Cardon, qui est professeur de sociologie à Sciences Po Paris, directeur du Media Lab, dont les travaux depuis maintenant une vingtaine d'années sur la sociologie du numérique ont eu une très grande visibilité, hein, dans le débat français sur ces questions, qui est l'auteur de la démocratie d'Internet en 2010, de À quoi servent les algorithmes quelques années plus tard, et surtout d'un livre que je vous conseille, qui est, je crois, issu de ton cours à Sciences Po, qui s'appelle Culture numérique, aux presses de Sciences Po, qui est paru très récemment, au début de l'année, je crois, et qui est un livre qui fait vraiment le point sur tout ce que l'on sait de scientifiquement valide sur les effets du numérique, sur nos comportements, sur nos opinions, sur nos institutions. Et donc il fera une introduction générale à cette question de l'emprise finalement du numérique sur nos vies sociales et individuelles. Et puis Romain Badoir, qui terminera cet ensemble de 3 interventions. Romain Badoir est maître de conférence, cette fois-ci en sciences de l'information et de la communication à l'Université Paris II, à Sas. Il est à l'Institut français de presse et il travaille, lui, depuis sa thèse sur les dispositifs participatifs en ligne. En tout cas, sa thèse portait sur cette question, sur les dispositifs participatifs mis en place par l'Union européenne, dont il montrait à la fois les effets et les limites. Et depuis, il a commencé à travailler sur cette question de la qualité ou de la nature du débat politique ou du débat démocratique en ligne. Et je ne saurais trop vous conseiller 2 de ces publications. Un livre qui s'intitule Le désenchantement d'Internet, dont on pourrait dire qu'il est la meilleure introduction, de mon point de vue, à la question du numérique en politique dont on puisse disposer aujourd'hui en France. C'est paru chez FIP Édition, je crois. Hein, c'est ça? Pas encore en poche? Bon. Et un article qui finalement nous a inspiré cette séance, un article qui est paru l'année dernière sur le site La Vie des idées de Pierre Rosanvallon et qui porte sur la brutalisation du débat public en ligne et l'utilisation de ce terme de brutalisation qu'il emprunte à un historien de la Première Guerre mondiale, Georges Mossé, me semble assez intéressant pour réfléchir à cette question de la culture du débat en ligne et pour savoir si aujourd'hui elle menace la démocratie. Pour terminer cette courte introduction, on a fait pendant très longtemps l'apologie finalement du rôle d'Internet en démocratie, avec toute une série de promesses sur lesquelles Dominique reviendra. Aujourd'hui, on est en train d'assister à une forme de démonologie, ou en tout cas à un procès qui est fait à Internet. Est-ce que ce procès a du sens? Est-ce que l'on peut parler du numérique en général? Ou est-ce qu'il faut étudier beaucoup plus finement ce que produit ce dispositif ou ces dispositifs sur la participation et sur la formation de l'opinion? Voilà, alors on parlera d'information, on parlera de délibération et on parlera, je pense aussi, de régulation. La question de la régulation est évidemment à l'horizon de cette controverse autour du numérique en ligne. Donc maintenant, je donne la parole successivement à Marianne Doury, Dominique Cardon, Romain Badoir. Romain Badoir, chacun aura une quinzaine de minutes pour présenter finalement ce qu'il sait de ces questions, et je pense que là on est au cœur de ce que les sciences sociales peuvent apporter aux controverses publiques. Voilà, Marianne, à toi. Bonsoir à tous.
Je me suis dit qu'il fallait peut-être que je commence par vous dire ce que je sais faire, hein, pour que vous sachiez ce que vous pouvez attendre de moi et sur quel terrain c'est pas la peine de venir me chercher parce que je n'aurai rien à vous dire. Et je suis linguiste de formation. Linguiste de formation, ça ne veut pas dire que je parle plusieurs langues, malheureusement. Ça veut dire que je suis attentive aux processus de communication dans leur matérialité langagière. Donc, je suis attentive à la façon dont les choses sont formulées, au choix des mots et aux incidences que ça a dans le sens qui est généré par les énoncés. Et plus spécifiquement, mon domaine d'intérêt central, c'est le domaine de l'argumentation. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est comment s'y prennent les gens quand ils ont à défendre des positions dans des circonstances où ces positions ne vont pas d'elles-mêmes, hein, où il y a des contestations soit présentes, soit en tout cas imaginables. Dans cette position de linguiste, je n'ai pas les moyens de départager ce qu'on pourrait considérer comme le bon grain de livret argumentatif. Je n'ai pas les moyens, en tant que linguiste, de faire une ligne de partage entre ce que serait une bonne argumentation, une argumentation éthique, une argumentation valide logiquement, et une mauvaise argumentation, une argumentation peu éthique, une argumentation fallacieuse. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de marqueur langagier du bon discours, du vrai discours, du discours éthique, et pas plus qu'il n'y en a du discours faux. Si on pouvait faire une linguistique du mensonge, ce serait vraiment une grande découverte. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Donc, en tant que linguiste, je n'ai pas les moyens de me prononcer sur la qualité de l'argumentation de ce point de vue-là. Ça ne veut pas dire pour autant que toutes les argumentations se valent. Ça veut juste dire que ce n'est pas dans une approche linguistique qu'on va pouvoir tracer des lignes de partage de ce type-là. C'est des sciences sociales outillées, sérieuses, qui vont permettre de mesurer l'adéquation des argumentations au monde réel. Et c'est éventuellement des spécialistes de logique qui vont pouvoir tester la solidité des enchaînements argumentatifs. Les linguistes, ils ne vont pas pouvoir dire grand-chose de ce genre de choses, en restant en tout cas dans leur champ de compétences. Donc voilà ce que je ne saurais pas faire. Ce que je sais mieux faire, hein, c'est regarder comment les gens font pour défendre des positions quand ils sont en situation de confrontation et en situation de désaccord potentiel. Donc ça veut dire que ce qui va m'intéresser, c'est quels sont les types d'arguments qu'ils vont mobiliser, comment ils vont gérer la contestation, comment éventuellement ils vont essayer de la réduire, comment ils vont s'y prendre pour essayer d'arriver à des accords éventuellement si c'est la finalité de l'interaction, ce qui n'est pas toujours le cas, comment ils vont construire des alliances, voilà comment discursivement et interactionnellement tout ça va se construire pour que l'échange argumentatif ne se limite pas à une juxtaposition de moi j'aime la tête de veau en gelée, moi j'aime pas, et puis juste voilà, une juxtaposition de positions divergentes, mais que ces positions soient construites et étayées par des arguments et par des discours. Ce à quoi je prends garde, c'est à résister à la tentation d'émettre des jugements du type « ça c'est n'importe quoi » quand sur un débat, je travaille sur des positions qui sont contradictoires et quand il y a un camp qui ne suscite pas ma sympathie intellectuelle, politique, idéologique, etc. Pour revenir très très en arrière, j'ai fait mon doctorat sur le débat sur les parasciences, donc le débat sur l'astrologie, sur la parapsychologie, etc., à partir d'émissions télévisées. Et ça veut dire que des andouilleries, j'en ai vu beaucoup. Et quand vous avez des gens qui vous racontent qu'ils ont vu leur chien à sa mort sortir de son corps et qu'ils ont pu communiquer avec lui, votre premier réflexe, c'est de dire c'est vraiment n'importe quoi. Et en réalité, c'est évidemment pas une position tenable. La seule position tenable, c'est se dire les gens qui ne sont pas d'accord avec moi ne sont pas forcément des andouilles. C'est une leçon d'humilité, mais je m'interroge sur ce qui fait preuve pour eux et ce qui fait preuve pour leurs adversaires. Donc ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de dégager, quand il y a des positions en confrontation, sur ce qui fait preuve pour les uns et les autres, et d'essayer de voir s'il y a des intersections possibles entre ces différents systèmes de preuves. Et s'il y a des intersections possibles, il y a une possible discussion. S'il n'y a pas d'intersection entre les moyens de preuve pour les uns et pour les autres, il n'y a pas de possibilité de discussion. Donc voilà, ce que j'essaye de faire, c'est de rendre justice à des formes de cohérence argumentative dans les positions qui sont en confrontation. Si on en revient à la question qui constitue l'épine dorsale de cette réunion, il y a plusieurs termes sur lesquels je voudrais m'arrêter.
Le premier, c'est le terme de débat. Hein. Peut-on encore débattre à l'ère numérique? Il y a le mot débat dedans. Et un débat, je propose qu'on le voit comme une forme d'interaction entre des acteurs sociaux. Et c'est une forme d'interaction qui se situe entre le pugilat et la conversation. Ça tient du pugilat parce qu'il y a un désaccord au départ. Il ne peut pas y avoir de débat sur des choses qui font consensus. Pour qu'il y ait un débat, il faut qu'il y ait une question qui émerge et qu'il y ait des réponses divergentes qui soient susceptibles d'être exprimées à propos de cette question-là. C'est ce que je disais tout à l'heure avec mon exemple un peu malheureux de la tête de veau en gelée, mais on ne peut pas parler de débat s'il y a juste « moi je suis pour, moi je suis contre ». Pour qu'il y ait débat, il faut encore qu'il y ait une construction de ces positions, et c'est pour ça que l'argumentation est un domaine qui est indispensable et qu'il faut travailler quand on travaille sur un débat, parce que le débat, c'est un type d'interaction argumentative. Et je disais que le débat, c'est quelque chose qui est entre le pugilat et la conversation. Ça ne tient pas du pugilat parce que c'est du verbal et il n'y a pas de confrontation physique, mais ça ne tient pas non plus de la conversation qui pourtant est un échange verbal, parce qu'une conversation n'est pas caractérisée par le fait qu'il y a un désaccord qui va structurer les échanges. Donc c'est vraiment quelque chose qui est entre les deux, mais je voudrais insister sur le fait qu'un débat suppose de l'argumentation et qu'un débat suppose une interaction. Une juxtaposition de prise de position, même argumentée, ça ne fait pas débat. Pour revenir encore à cette question, évidemment, peut-on encore débattre à l'ère numérique? Ça suppose qu'on pouvait avant. Si je dis « est-ce que tu fumes encore ?» ça veut dire qu'avant tu fumais. Sinon, c'est quelque chose qui n'est pas pertinent. Ça, c'est une interrogation à laquelle on peut répondre si on se penche sur les formes antérieures, en se disant à quoi ressemblait le débat avant et qu'est-ce qui est intervenu qui pourrait compromettre cette possibilité de débattre aujourd'hui. Et telle que la question est formulée, on a bien le sentiment que c'est l'entrée dans l'ère numérique qui pourrait compromettre la possibilité de débattre. Ça repose sur une idée qui paraît assez raisonnable, qui est que le dispositif de communication, ici l'ère numérique, aurait des incidences sur les formes et peut-être même le contenu des échanges et de l'argumentation, puisque c'est ça qui nous intéresse. Et ça paraît effectivement une idée extrêmement raisonnable, parce qu'on peut se dire qu'il y a un grand nombre d'oppositions relatives qui caractérisent différents dispositifs qui vont avoir des incidences sur la façon dont on s'exprime. En particulier, l'opposition écrit et orale. Le fait de recourir à de l'écrit, et de nombreux dispositifs numériques permettent de passer par l'écrit, ou même encouragent des pratiques écrites. Le fait de passer par l'écrit, on le sait depuis la raison graphique de Goody, mais voilà, je n'invente rien. Ça permet d'individualiser les parcours de lecture, ça permet de revenir en arrière, ça permet d'archiver les choses, ça permet donc, dans une certaine mesure, de sophistiquer les constructions argumentatives. Quand on se situe dans une situation d'interaction argumentative orale, on est obligé d'introduire énormément de redondances, on est obligé de simplifier dans une certaine mesure, de récapituler de façon assez régulière, etc., pour continuer à être suivi. Donc le fait que les dispositifs numériques, pour beaucoup, permettent ou encouragent une communication écrite, devrait être un plus, d'une certaine façon, pour la sophistication de ce qu'on peut attendre en termes d'argumentation dans ces dispositifs-là. Une deuxième caractéristique des dispositifs numériques, et une fois encore, on en trouve les deux possibilités, l'alternative existe, c'est est-ce que ça va passer par du monologue ou par du dialogue? Est-ce que dans ces dispositifs-là, on va avoir des productions prises en charge par un seul locuteur et qui va à lui seul tenir tous les rôles et qui, sur un sujet controversé, va présenter le pour, le contre et va essayer de faire une synthèse tout seul? Ou est-ce qu'on va se trouver dans des dispositifs qui permettent le frottement d'un discours et d'un contre-discours qui seront pris en charge par des personnes différentes, par des intervenants différents? Et ça a des conséquences absolument fondamentales sur la façon dont l'argumentation va être menée. Et les dispositifs dialogaux, et je parle de dispositifs dialogaux, pour moi, il suffit qu'on puisse avoir, par exemple, une possibilité de réaction, une possibilité de commentaire, même si ce n'est pas un dialogue comme ça serait dans une conversation. À partir du moment où il y a un retour possible sur une intervention qui a déjà été postée, pour moi, on entre dans l'ère du dialogal. Et ces dispositifs-là encouragent quelque chose comme un frottement à l'altérité
qui est quelque chose dont on peut se dire qu'a priori c'est quelque chose d'extrêmement positif. Donc cette question, peut-on encore débattre à l'ère du numérique, a quelque chose d'un peu paradoxal dans la mesure où le numérique offre des possibilités comme l'expression écrite, comme l'expression dialogale, qu'on pourrait considérer comme des possibilités favorables à l'émergence d'une argumentation intéressante dans une certaine mesure. En réalité, si cette question se pose, il me semble que c'est parce que quand on pense à l'ère numérique, on pense en particulier aux réseaux sociaux. Parce que la communication numérique, ce n'est pas que les réseaux sociaux, c'est plein d'autres choses. Et qu'en réalité, ce qui commence à faire naître du doute sur la possibilité de débattre à l'ère du numérique, c'est certaines pratiques qu'on peut observer sur les réseaux sociaux. Une fois encore, considérer les réseaux sociaux d'une façon générale, c'est quelque chose qui, pour moi, n'a pas beaucoup de sens, parce que chaque réseau social a des caractéristiques qui sont propres et qui vont avoir des conséquences et des influences différentes sur la façon de parler, sur les modalités de l'argumentation, etc. Donc parler de Facebook, c'est pas du tout la même chose que de parler de Twitter, que de parler de différentes choses. Donc ce que je propose dans les quelques minutes qui me restent, c'est un bref aperçu de à quoi peut ressembler l'argumentation sur Twitter et d'envisager aussi rapidement un dispositif qui n'est pas un réseau social, qui est un dispositif qui a été mis en place dans le cadre d'un débat public, d'une consultation sur les retraites, pour voir en quoi la façon dont ça a été conçu a des incidences sur la façon dont l'argumentation peut s'y exprimer, et puis surtout soulève des questions absolument énormes sur le traitement qu'on va faire des discours recueillis. Alors, sur les... Voilà, merci. Sur... l'argumentation sur Twitter. D'abord, il y a des auteurs qui vont vous dire que sur les réseaux sociaux, on n'argumente pas. C'est quelque chose que je n'arrive même pas à comprendre. Bien sûr que si, qu'on argumente sur les réseaux sociaux. Après, on peut argumenter d'une façon avec laquelle vous n'êtes pas d'accord, que vous considérez comme illégitime. C'est de l'argumentation quand même. Il y a des bonnes argumentations, des mauvaises argumentations. C'est de l'argumentation, quoi qu'il en soit. Si j'ai choisi de dire 2-3 mots de Twitter, c'est parce que c'est un des réseaux sociaux qui impose les contraintes les plus drastiques au mode d'expression, en limitant en particulier le nombre de caractères d'une façon assez spectaculaire. Alors d'abord, comme tous les dispositifs techniques, ils font l'objet d'appropriation de la part des utilisateurs et il peut y avoir des détournements de ces contraintes-là. Et par exemple, il y a une pratique qui consiste à poster successivement plusieurs tweets sur le même sujet, ce qui permet en réalité de développer une pensée sur, sur une longueur bien plus grande. Et par ailleurs, il va y avoir effectivement des modes d'argumentation qui vont être favorisés par des dispositifs comme Twitter. Il y a des formes d'arguments et des types d'arguments qui sont plus faciles à mobiliser sur des formats courts, indéniablement. Et par exemple, je voulais évoquer juste 2 types d'arguments qu'on trouve vraiment de façon récurrente sur Twitter, c'est les réfutations par l'absurde et les réfutations, ça j'aime bien, permettez-moi un tout petit peu de pédantisme, les réfutations ad hominem tout quoque, qui sont juste des mises en évidence de contradictions chez un même locuteur. Donc ici, je vous ai pris, je suis désolée, c'est des exemples qui sont un peu anciens, mais on peut en trouver, j'ai juste regardé mes fiches et c'est ce que j'ai retrouvé. Mais vous aviez ici Bruno Le Maire qui affirme « L'apprentissage de l'arabe au CP mènera droit au communautarisme », Martel Bruno Le Maire, et un intervenant qui reprend en disant « Et si tu apprends l'allemand, tu deviens nazi, c'est ça ?» Et vous voyez que la conditionnelle « Et si tu apprends l'allemand », c'est une façon de se mettre, de se placer momentanément dans le cadre de pensée qui est celui qui est mis en place par Bruno Le Maire, de développer une conséquence qu'on devrait en tirer si on accepte le raisonnement de Bruno Le Maire. Cette conséquence est pointée du doigt comme irrecevable et par rebond, c'est censé transférer le jugement d'inacceptabilité sur l'énoncé premier qui est l'apprentissage de l'arabe au CP mènera droit au communautarisme, Martel Bruno Le Maire. Donc on a affaire à une argumentation extrêmement classique, une argumentation par l'absurde et vous voyez que le format court s'y prête bien. On en trouve ici aussi. Selon le même raisonnement que Manuel Valls et le MEDEF pour l'emploi, il suffirait de faciliter le divorce pour augmenter le nombre des mariages. C'est exactement la même chose. On extrait la ligne argumentative de Manuel Valls par rapport au chômage.
On l'applique à la question des mariages, on présente les conséquences que ça aurait pour le mariage comme absurde et on transfère le jugement d'absurdité sur l'argumentation initiale. Donc une argumentation par l'absurde extrêmement caractérisée. Et puis l'autre mode d'argumentation qui est par exemple extrêmement favorisé, qu'on trouve beaucoup sur Twitter, c'est les mises en contradiction. Et les mises en contradiction, c'est des choses qui peuvent être faites très efficacement sur des formats courts. On va mettre en contradiction, en particulier, une personnalité publique avec des déclarations antérieures, ou on va mettre en contradiction une personnalité publique. On va montrer qu'il y a une contradiction entre ses propos et ses actes. Donc ici, c'est simplement Manuel Valls qui engageait le 49.3 à travers son gouvernement, et un rappel d'une prise de position antérieure de François Hollande. Le 49.3 est une brutalité, le 49.3 est un déni de démocratie. Donc c'est une mise en contradiction qui convient très bien à ce genre de format. On en trouve vraiment toute une tripotée en réalité des choses de ce genre-là. Hein, donc celle-ci, que vous voyez mieux que moi. Mais donc l'ancien ministre Cahuzac jugé pour fraude fiscale et blanchiment, et cette situation qui est mise en contradiction avec la lutte contre la fraude fiscale qu'on voit sur le visuel qui est proposé ici. Donc à nouveau ce genre de mise en contradiction. Et puis c'est là que j'ai mis, parce que je la trouvais joliment formulée, Sarkozy vante une France pays chrétien dans sa culture et dans ses mœurs, et le mec qui en est à son 3e mariage vante les mœurs chrétiennes de la France. Donc c'est vraiment les argumentations extrêmement, les réfutations extrêmement classiques qu'on pourrait paraphraser par « il est mal placé pour dire ce qu'il dit ». Et ce genre de formulation et ce genre de réfutation sont extrêmement fréquentes. Alors on voit bien le type de manipulation auquel ça pourrait donner lieu. On voit bien que c'est des stratégies. Donc on verra juste ça et puis on engagera la discussion plus tard sur la question des dispositifs de consultation. On voit bien que ce type de réfutation peut être investi par des stratégies qui sont peu éthiques. On voit bien que ça peut être le lieu, d'une part, de manipuler les positions antérieures, de les sortir de leur contexte dans ce genre de position, que ça revient aussi dans une certaine mesure à interdire à une personnalité publique de changer d'avis et d'avoir des positions qui évoluent. C'est quelque chose de très dommageable, mais ce n'est pas toujours négatif et en réalité ça peut être aussi le point de départ de signaux d'alerte qui doivent ensuite donner lieu à des argumentations qui peuvent être des argumentations beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus développées. Donc les formats courts, ce n'est pas Satan en eux-mêmes. Hein. Si le débat public ne s'y limite pas, ça peut être des moyens d'impulser des réflexions, mais ça ne tient que s'il y a autre chose qui peut arriver en complément, mais sous un format numérique ou sous un format autre. Hein. Voilà. Et je vais m'en tenir là pour le moment. Merci Marianne. Je donne la parole maintenant à Romain Badot, à Dominique Cardon. Oui, c'était ça. Non, vas-y Dominique. Non, c'était prévu que ce soit Dominique. À Dominique. Bien, alors merci. Et donc moi je vais être très général et porter vraiment sur la question du numérique et du débat, de savoir comment on peut débattre, et du coup de revenir à l'histoire en fait de l'expression dans le numérique, parce qu'il me semble que, alors je vais être caricatural et tellement général que ça va être un peu trop rapide, mais on a le temps de discuter, j'irai vite. C'est que on assiste aujourd'hui à un vrai changement que tu évoquais, Loïc, d'humeur à l'égard de l'apport du numérique à la formation d'une expressivité des individus. Cette expressivité étant ensuite éventuellement enregistrée, encadrée, mise en forme dans des formes de débat plus précis. Mais l'argument général que moi j'ai beaucoup défendu et qui me semble toujours vrai pour le numérique était de dire que par rapport au débat institutionnel ou aux formes de débat instituées par la démocratie participative, etc., le numérique apportait autre chose, c'est que les gens parlaient tout le temps, s'exprimaient, et ça a été une chose, mais surtout pas dans les endroits où on leur demandait de participer quand il y avait un dispositif institutionnel de participation. Donc ça a été, me semble-t-il, la grande
force du numérique qui est toujours très très présente, je vais y revenir, mais qui aujourd'hui est soumis à un changement de climat et d'humeur extrêmement fort. Alors je voudrais d'abord revenir à la période optimiste, enfin on pourrait dire à la période libératrice du web, c'est quand le numérique est arrivé. On a eu un dispositif dont le mot d'ordre très central, et je pense qu'il faut y être très attentif et qu'il faut toujours le rappeler et peut-être le faire revivre un petit peu face au débat contemporain, était celui de la liberté d'expression. Et que ça a quand même été un dispositif central. Peut-on encore débattre aujourd'hui? Ça voulait dire qu'avant le numérique, on avait des espaces pour débattre, mais en fait, on avait en réalité peu d'espaces publics pour débattre. Alors, il y en avait toute une série importante, mais enfin, ce qu'a apporté le numérique, c'est l'idée qu'on crée un espace à visibilité plus ou moins forte, mais dans lequel n'importe qui pouvait s'exprimer sans avoir à demander à d'autres, et notamment aux journalistes, aux experts, à tous les dispositifs de gens qui participaient au débat public, mais qui ne donnaient pas nécessairement la place aux internautes ordinaires. Donc ça a été quand même une force absolument libératrice. Il faut le rappeler, c'est qu'avec un blog, avec un compte Twitter, avec un espace, on peut publier quelque chose, on peut exprimer des choses et qu'on n'a pas à demander à d'autres de pouvoir le faire. Ça a joué, je crois, un rôle fondamental et s'est constitué une sorte de matrice ou de grammaire de l'expression publique sur Internet dans les débuts du web, qui a vraiment été organisée autour d'une sorte d'expressivité diffuse. On peut s'exprimer et on le fait de façon différente et multiple. Et c'est aussi ajouté à cette matrice originelle une forme extrêmement libertaire d'organisation de l'interaction ou de la confrontation entre les idées. Et l'argument qui a été central, et qui reste central aujourd'hui toujours, mais qui est quand même là en grande transformation, était l'idée d'une auto-organisation. C'est-à-dire tout le monde peut tout dire, et peut dire n'importe quoi, et peut dire des choses qui sont parfois problématiques, et on sait que, né dans le contexte américain du premier amendement, certains propos ou certains énoncés publics sont en France, en Europe, jugés condamnables et condamnés par ailleurs, mais l'argument central de la forme liberté d'expression qui est apparue aux États-Unis et qu'Internet a porté très fort, le numérique a porté très fort, c'est de dire on ne censure pas les idées des autres, mais on les combat par d'autres idées. Et donc c'est au cœur même de la théorie américaine de la liberté d'expression. Donc face aux mauvaises idées ou aux idées fausses ou aux idées contestables, et même face à des idées ou des énoncés très problématiques, on apporte d'autres énoncés et on organise une confrontation. Et du coup, le mot qui est devenu central, c'est l'idée que si on laisse les gens s'exprimer et participer, vont se créer des formes d'auto-organisation dans lesquelles on va arriver à réguler idées fortes contre autres idées fortes, ou débat, ou argumentation, etc. On va créer des espaces dans lesquels on n'a pas besoin d'interdire, mais on doit laisser les gens, on doit laisser se mettre en place des formats dans lesquels il y a un effet de composition entre les différents participants qui fait qu'il va y avoir de la modération et du contrôle des contenus des uns et des autres par la critique mutuelle et par des effets d'auto-organisation. Alors, on peut dire que ça a marché. On peut dire que ça marche toujours, d'ailleurs. J'y reviendrai. Mais évidemment, ça pose quand même des rôles, des contraintes assez spécifiques sur les locuteurs. Ça veut dire qu'ils soient quand même attentifs à ce que disent les autres ou aux critiques que les uns et les autres se font mutuellement sur un forum, sur une série de commentaires, etc., etc. Il y a des endroits dans lesquels cette mise en ordre et cette auto-organisation des participations sur Internet a produit des effets extrêmement vertueux, extrêmement impressionnants. À vrai dire, les chercheurs ont été très impressionnés. Alors moi, je le dis pour moi, c'est Wikipédia qui est quand même l'endroit. Aller dans les pages débat, pas l'écriture de l'article, mais dans les pages de débat de Wikipédia, c'est des débats absolument argumentatifs, talmudiques, extraordinairement sophistiqués, qui se font en référence aux règles que la communauté elle-même se donne, tout en se donnant le droit de réviser les propres règles. Donc les règles ne sont pas imposées, mais elles sont aussi en négociation. Et donc c'est un processus de négociation continue dans lequel on passe son temps à échanger des arguments en se référant aux principes, aux recommandations que se donnent les Wikipédiens. Donc on voit bien qu'il peut y avoir des espaces dans lesquels on arrive à former ces systèmes
auto-organisé. Et puis dans la configuration originelle, on peut dire qu'il y avait quelque chose qui était central, et je pense que je fais ça pour faire la transition, il y avait le troll. Le troll, c'était celui que l'auto-organisation des commentateurs en discussion ou en débat n'arrivait pas à réguler et qui venait polluer, détruire la conversation de ces gestes intempestifs qui étaient gênants. Et à l'époque, et certains de nos collègues avaient écrit de très bons textes, je pense à Antonio Casilli, de très bons textes sur le troll qui était une figure esthétique, magnifiée. En fait, le troll montrait les limites de la conversation, même dans un espace où on échangeait des arguments de façon auto-organisée. Alors, cette image a changé. Elle a changé pour une raison, pour plein de raisons, mais je voudrais insister sur une, qui est que, et qui est assez typique on pourrait dire d'approche, on pourrait dire de morphologie sociale, c'est que la composition des internautes a radicalement été bouleversée avec l'arrivée des réseaux sociaux, avec la massification des usages, avec le fait que nous avons tous maintenant des comptes sur ces réseaux sociaux, avec le fait que nous nous sommes tous mis à écrire des énoncés expressifs, plus ou moins argumentatifs, mais enfin, il y a quelque chose d'assez frappant dans le fait que tout d'un coup, la sociologie des publics s'exprimant en public a été absolument bouleversée par l'arrivée massive de publics qui n'avaient pas les mêmes propriétés sociales que les propriétés sociales de celles qui avaient mis en place le premier modèle. Alors j'insiste rapidement, mais le premier modèle, finalement, il fonctionnait bien parce qu'il était, je caricature, mais blanc, masculin, et très diplômé surtout, et qui avait un effet de sélection sociale très fort dans le fait que des gens étaient portés à participer à des échanges argumentatifs entre gens qui ne se connaissent pas derrière des écrans et à essayer de produire une argumentation orientée vers la recherche de l'accord, si on veut pousser un petit peu plus loin. Les nouveaux publics ont bouleversé les choses et du coup ont créé une nouvelle représentation qui ne confère plus à cette forme d'expressivité diffuse du numérique les mêmes qualités. Elle est liée en partie à l'arrivée des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont amené des manières de participer en ligne qui empruntent d'abord des formats courts, des formats où l'écriture est extrêmement oralisée, dans lesquels les modes d'énonciation ont été extraordinairement modifiés. Je pense par exemple au succès très impressionnant d'un GIF aujourd'hui, mais qui peut être un point d'argumentation dans un débat sur Twitter. Il a été aussi modifié, je le dis en passant parce que c'est quand même très sensible, par le fait que ce sont des plateformes commerciales, Facebook, Twitter, etc. Et une partie du débat aujourd'hui est beaucoup liée sur les intérêts économiques et la manière dont ces plateformes guident les comportements. Mais à regret, il faut dire que c'est les plateformes commerciales qui ont démocratisé l'accès à l'expression des individus. C'est pas forcément les communautés du logiciel libre qui l'ont fait, ce qui est plus, voilà, qui peut être problématique. Et du coup, sont intervenus dans l'appréciation de la manière dont cette expressivité diffuse avait lieu en ligne, dans l'idée qu'on avait libéré la parole des citoyens, qu'on avait une participation qui s'était multipliée, dans l'idée que finalement le web était une nouvelle scène publique, divisée en beaucoup de scènes publiques différentes, mais dans lesquelles chacun pouvait s'exprimer. Les arguments aujourd'hui, enfin en tout cas la tonalité publique, c'est de dire oui, bon, tout le monde s'exprime, mais c'est pas intéressant, c'est nul. Puis ça bavarde, et puis ça produit rien de productif, qui est quand même un des arguments qui revient assez constamment sur cette idée que c'est un bavardage finalement dont on peut rien faire. Alors on le lit beaucoup sur Twitter, c'est très bien comme ça de rappeler qu'il y a de l'argumentation en fait sur ces espaces. Donc il y a quelque chose la société produit un bruit, mais elle ne produit pas une participation, et du coup, elle n'est pas capable de débattre, et puis surtout, elle produit quelque chose qui serait très individualisé, et donc individualisé, chacun vient dire son mot de façon très affirmative, sans être ouvert à la confrontation des arguments, et donc chacun assène ses propres vérités, sans rendre possible le débat. Critique qui est fréquemment faite, et qui sans doute n'est pas complètement fausse dans sa réalité. Par ailleurs, quand on débat, on ne s'implique pas. On a des pseudonymes, on peut signer une pétition juste en cliquant, on intervient dans des forums et puis on a juste à voter pour les arguments, on dit A ou B, etc. Donc il y aurait quelque chose qui serait dégradé dans la forme
écrite, argumentée, des forums, on pourrait dire, du premier âge du web, qui se seraient dégradés dans le like et dans ce qu'on appelle le click activism, c'est-à-dire vraiment cette manière à très bas coût de s'engager dans le débat public, mais simplement de façon trop simple, trop facile, trop immédiate, et du coup sans authenticité, ou en tout cas sans l'authenticité profonde que l'on attend toujours d'un débat public. Et puis par ailleurs, sont venus s'ajouter 2 thèmes centraux, mais comme Romain va en parler, je vais être rapide, c'est que tout d'un coup, massifié, et n'étant plus cette élite cultivée de participants, quand tout le monde participe, tout le monde se dispute, se tape dessus, le débat public est brutalisé, les gens ne s'écoutent pas, c'est plutôt la vindicte générale. Il y a aussi toute une série d'entreprises, mais là je n'en évoque pas, d'intérêts politiques, de cabales, de groupes organisés qui viennent délibérément mener dans le web des campagnes de manipulation des idées, des opinions, de trolls organisés et massifs, et que par ailleurs, pour polluer ce débat, ils utilisent des informations douteuses, fausses, incertaines, peu vérifiées, et qu'ils introduisent du coup dans la discussion public de cette expressivité diffuse des internautes. Ils introduisent plein d'arguments et les gens les croiraient, et du coup les croyants, ce que diffuse l'expressivité du web, c'est plus de l'argumentation, mais c'est du complot, des idées douteuses et des représentations erronées des faits et de l'information. Alors voilà, il me semble qu'on a fait ce grand glissement. J'ai caricaturé à débat, et qu'aujourd'hui, du coup, on se trouve devant une sorte de configuration dans laquelle le web n'est plus le support d'une expressivité diffuse qui favoriserait une nouvelle forme d'émergence des débats, des idées nouvelles, d'une vitalité de l'espace public, de la possibilité de voir émerger de nouveaux thèmes, des formes d'organisation politiques inédites qui sont venues, on le sait, en se coordonnant à travers le réseau, mais il serait plutôt un théâtre assez vulgaire d'individus narcissiques qui seraient en train de se disputer entre eux avec des informations fausses. Et qu'on a cette configuration qui s'est retournée et qui, du coup, a des effets sur le régulateur. Hein. Et une partie de nos débats publics, de plus en plus, c'est de, justement, domestiquer cette horde un petit peu sauvage du débat public. Il n'y aurait plus de débat et il faudrait le nettoyer. Et je pense que dans beaucoup de projets de loi ou de lois qui ont été mises en place et des débats que nous avons actuellement, et aussi, je le dis, mais pour le débat de tout à l'heure, dans notre fond d'intervention dans ces débats ou dans nos idées sur ces débats, c'est que finalement, ce serait mieux que les gens disent leur nom, puis ce serait mieux qu'on fasse taire les fake news, et puis ce serait mieux qu'on débranche les gens dont on n'est pas sûr que l'information soit sérieuse et crédible, et loi sur les fake news, loi via l'année dernière à l'égard des plateformes. On est quand même dans un contexte, voilà, je le dis pour la discussion de tout à l'heure, dans lequel on cherche à nettoyer l'incroyable gisement d'expressivité qui est venu avec le numérique. Alors je ne cherche pas à dire qu'il est toujours intéressant, magnifique, etc. Je viens de dire le contraire, mais la réaction actuelle, c'est vraiment le retour de bâton, et il faudrait remettre de l'ordre dans ce système, il faudrait couper la parole aux autres. Je vais juste prendre un exemple typique, c'est sur Twitter, quand même, maintenant, le signalement devient une sorte d'argument. Hein, c'est-à-dire, on n'est pas d'accord avec une opinion, je vais le signaler à Twitter pour le faire taire. Hein. Et cette idée qu'il faut faire taire les autres, quand même, devient quelque chose qui est très présent, pas simplement au gouvernement ou dans les règles d'utilisation que fixent les plateformes, mais de plus en plus chez les utilisateurs eux-mêmes, dans lequel l'idée de faire taire les autres devient un argument, ce qui est évidemment en contradiction complète avec l'idée de la liberté d'expression et l'idée qu'on régule la parole par une autre parole, mais pas par sa mise en silence. Je conclus en essayant de dire, bon voilà, entre ces deux, j'ai caricaturé complètement ce schéma. Moi, il me semble que ce que montrent les travaux de sociologie, c'est qu'en réalité, c'est beaucoup plus compliqué parce que la massification, c'est une démocratisation du numérique. Mais cette démocratisation, elle a aussi complètement complexifié l'architecture des espaces de débat. Ils sont proliférants, ils sont nombreux. On peut, comme il a été dit, on
ne peut pas parler du débat ou du numérique, c'est plein d'espaces extrêmement différents. Il y a toujours des espaces d'une vivacité argumentative très forte. Sur Twitter, il y a des discussions de threads qui sont absolument passionnantes et complètement argumentées, extrêmement sophistiquées. Et puis, il y a des joutes assez idiotes et imbéciles. Mais je voudrais finir avec un autre argument qui est de dire, par ailleurs, c'est pas parce qu'on a des publics moins diplômés, nouveaux, nombreux qui sont intervenus dans les débats, qui ne sont pas non plus sensibles à une forme de rationalité argumentative pratique, et qu'elle est toujours là, et que bien souvent les intellectuels, les essayistes et tous ceux qui veulent faire taire le bruit un peu sauvage du numérique, ils sont peu attentifs. Il y a beaucoup d'exemples. Alors moi je voudrais en donner deux et je finis. Il y en a un qui est Santé plus Mag. Santé plus Mag, pour ceux qui connaissent, c'est une des pages Facebook les plus importante en France, où ça l'a été parce qu'elle est en déclin, et qu'on a beaucoup mis en procès, et à juste titre, parce qu'elle a été le véhicule de toutes les fake news scientifiques sur la santé, qui sont beaucoup plus importantes que les fake news politiques en France. Et en réalité, quand on va regarder ce qui circule sur Santé plus Mag, une énorme page avec des taux de partage extrêmement forts des informations, quand il y a de la fake news réelle, son taux de partage est beaucoup plus faible, et surtout, on va voir dans les commentaires énormément de gens qui vont venir, non mais attends, c'est pas sérieux, tu crois que c'est vrai, quelle est allons chercher des liens hypertextes vers des preuves, etc. C'est-à-dire que même dans ce fameux public un peu méprisé par les élites qui considèrent que ce bavardage est insensé et peut mener vers le complot ou vers des théories problématiques, en réalité produit de la critique à l'égard d'un certain nombre d'énoncés. Alors on le voit sur Santé plus Mag, mais je voudrais dire qu'on le voit surtout dans le groupe des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes ont été un énorme dispositif d'expressivité de la société française, un dispositif dans lequel s'est exprimé toute une série de choses qui manifestement étaient mal traduites au centre, on pourrait dire, dans les médias du centre et dans les prises de parole politiques, qui a trouvé dans les réseaux sociaux une manière désordonnée, sauvage, bizarre, étrange, à travers des groupes, à travers des Facebook Live, à travers aussi une multiplicité d'espaces et aussi une recentralisation de ces espaces autour de quelques figures, des moyens de s'exprimer, et on le sait, ça a été une inquiétude, souvent portée par le centre, un terrain aussi favorable à la mise en circulation d'informations fausses ou d'informations douteuses ou incertaines venant beaucoup d'officines d'extrême droite, etc. Et en réalité, quand on va regarder ces débats, on les voit bien circuler, donc elles sont là, hein, je ne cherche pas du tout à nier le phénomène, mais on voit aussi toute une série d'opérations qui sont arrêtées de publier ça, vous êtes en train de discréditer le mouvement, etc. Et toute une chaîne de capacité critique des individus à les faire venir. Alors je conclus vraiment en disant que ce qui est au cœur de cette affaire, c'est quand même le web a dit à nos sociétés, il a dit les individus ont la capacité de prendre la parole dans des espaces publics et de débattre sans avoir le droit de passer par des intermédiaires quelconques. Donc et les individus ont dit faites-nous confiance à cette nouvelle forme individuée de nos sociétés dans laquelle j'ai une autonomie, et cette autonomie, elle réclame de ne pas passer par des journalistes ou des partis politiques pour me dire ce que je dois penser ou ce que je dois lire comme étant la priorité des informations. Je suis moi, individu, internaute, capable de le faire. Alors, le constat de la bascule, c'est quand même de dire, finalement, les individus ne sont pas capables de le faire parce qu'ils n'ont pas assez de compétences politiques, parce qu'ils se laissent manipuler, parce qu'ils se laissent embarquer dans des bulles, parce qu'ils sont sous influence d'autres. Moi, je pense qu'il faut maintenir cette espérance, cette idée démocratique assez radicale de dire on peut le faire, chacun peut le faire. On sait que ça crée de nouveaux troubles, de nouveaux désordres, que j'ai essayé de mentionner, mais que c'est quand même cette espérance-là, parce qu'elle est cet horizon politique de l'égalité et de la possibilité pour tous de s'exprimer, qu'il faut essayer de préserver dans ce débat. Merci Dominique. Moi, j'imagine que ça suscitera des débats, et en t'écoutant, je pensais par exemple à ce que peut écrire quelqu'un comme Gérald Bronner, qui dit exactement l'inverse sur cette organisation d'Internet. Maintenant, je vais demander à Romain de tenir le temps, de faire 15 minutes, pas plus, avec un programme relativement chargé pour évoquer tout ce dont vient de parler Dominique. Merci beaucoup, bonsoir à toutes et à tous. Alors moi je suis complètement d'accord avec tout ce qui a été dit auparavant, donc je ne suis pas sûr qu'on ait
un débat vraiment contradictoire, mais je voudrais repartir de ce que disait Dominique sur l'idée que, effectivement, on est un peu dans un deuxième temps de l'histoire d'Internet où on a un ensemble de désillusions quant au potentiel démocratique, quant à son potentiel démocratique. On a toujours vu Internet comme un outil au service de la liberté d'expression, au service de l'émancipation des citoyens. Et effectivement, aujourd'hui, quand on parle des réseaux sociaux et du web et de leur rôle dans le débat public, on parle plutôt de violence, de cyberharcèlement, de discours de haine, de désinformation, etc. etc. Et ces désillusions, elles ont certes une part de réalité, mais elles ont aussi une part de fantasme. Et là, je voudrais revenir, moi, sur deux limites dont on parle, qu'on met souvent en avant lorsqu'on parle du rôle d'Internet et des réseaux sociaux dans le débat public. La première, c'est la question des bulles idéologiques, et la seconde, c'est celle de la violence expressive. Alors, celle des bulles idéologiques, c'est l'idée, en fait, comme le rappelait Marianne tout à l'heure, l'idée que pour que le débat public joue son rôle en démocratie, il doit être contradictoire. C'est-à-dire que nous, en tant que citoyens, on doit pouvoir assister à des arguments contraires pour pouvoir nous faire notre avis par nous-mêmes. Et dans la manière dont fonctionne Internet et le web, il est indéniable que le web particulièrement donne accès à une grande pluralité d'informations et fait vivre une certaine forme de pluralisme des opinions. Et pourtant, on voit dans le fonctionnement de certaines ressources, notamment techniques du réseau, des phénomènes ou des logiques qui vont à l'encontre justement de ce débat contradictoire. Et c'est ça qu'on a pu appeler bulle cognitive, bulle informationnelle, enfermement idéologique. Alors cet enfermement, il peut être de trois types. Le premier que des études ont mis en avant dès le début des années 2000, c'est la dimension homophile du web. La dimension homophile du web, c'est-à-dire que les sites Internet ont tendance à se lier entre eux selon leurs affinités idéologiques. Alors pour le dire vite, en gros, les sites de gauche se lient entre eux, les sites de droite se lient entre eux. Et nous, en tant qu'internautes, si on s'informe en naviguant de site en site, on va avoir tendance à évoluer dans des sphères idéologiquement homogènes et jamais être mis face à des vrais arguments contradictoires. Alors ça, cet élément qui est vrai, il est aussi invalidé lorsqu'on observe les pratiques des internautes, parce qu'on se rend compte que si les internautes effectivement naviguent de lien en lien, ils ont aussi tendance à revenir en arrière, à utiliser des moteurs de recherche, des réseaux sociaux, et donc c'est pas uniquement la structure du web qui va dicter leur pratique d'information, loin de là. Pourtant, cette controverse sur l'homophilie, elle va rebondir quelques années plus tard autour de la question de la personnalisation des résultats sur les moteurs de recherche, et notamment la personnalisation des résultats sur Google, c'est-à-dire que Google, qui est le moteur de recherche le plus utilisé en France, 93% des internautes l'utilisent, va avoir tendance à utiliser les recherches passées des internautes pour établir leur profil et pour pouvoir leur délivrer des informations en fonction de ce profil. Là encore, pour être caricatural, si vous êtes de gauche, on va vous mettre en avant des informations de gauche. Si vous êtes de droite ou conservateur, plutôt des informations du camp conservateur. C'est très caricatural, d'autant plus que là aussi, on s'aperçoit que si cette personnalisation existe vraiment, et elle a notamment été mise en avant aux États-Unis dans le cadre de débats sur l'avortement, le contrôle des armes à feu ou autres, il n'en demeure pas moins qu'elle reste quand même limitée par rapport à d'autres critères sur lesquels se basent les moteurs de recherche pour effectuer le tri des informations, et notamment le nombre de liens présents sur le web, le taux de clics sur les pages, etc., etc. Cette controverse, elle est réapparue plus récemment sur les réseaux sociaux, sur la manière dont les réseaux sociaux nous livrent des informations, étant entendu qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus une des portes d'entrée principales vers l'information d'actualité, une des sources principales d'information, tout simplement. Mis en cause dans cette controverse, notamment la manière dont fonctionne l'algorithme de Facebook, le EdgeRank, qui va trier les informations qui vont s'afficher sur notre fil d'actualité. Comment ça marche ? Très simplement, en fait, Facebook ne fait apparaître sur notre fil d'actualité que les informations publiées par les contacts dont il nous estime les plus proches, c'est-à-dire que plus nous avons des échanges avec quelqu'un sur Facebook, et plus cette personne va être visible sur notre fil d'actualité, et donc plus on va voir les contenus que cette personne poste.
Le problème étant que si on s'informe sur l'actualité uniquement via Facebook, on va avoir tendance à voir les informations postées par les gens qui nous ressemblent le plus, et donc qui, sociologiquement parlant, nous ressemblent le plus idéologiquement également, et donc vont poster des informations qui vont dans notre sens. Ça a été beaucoup mis en avant dans le cadre de la campagne sur le Brexit au Royaume-Uni ou lors de l'élection de Donald Trump, où des journalistes du New York Times ou du Guardian faisaient leur mea culpa après les votes en disant mais en fait on est trop allé sur les réseaux sociaux, on a trop vu des gens qui pensaient comme nous, on n'a pas vu les arguments du camp adverse, et pourtant ils étaient présents. Alors ces phénomènes de bulles cognitives, de bulles informationnelles sont réels, sauf que peut-être qu'on a tendance à les mettre trop en avant et à oublier qu'en fait les réseaux sociaux et leur manière de fonctionner ne sont quelque part qu'une projection technologique de la manière dont fonctionne le lien social dans notre vie de tous les jours. C'est-à-dire que si on regarde autour de nous, notre famille, nos proches, nos amis sont des gens qui ont tendance là aussi à penser comme nous et avec qui on préfère débattre parce qu'on reste dans le confort d'un entre-soi. Donc ces phénomènes, ils existent, ils sont accentués par le web dans le sens où ils vont automatiser ces processus, où les algorithmes des moteurs de recherche et des réseaux sociaux vont automatiser ces processus d'entre-soi, et où ils vont les personnaliser, ça c'est indéniable. Il n'en demeure pas moins que ce n'est pas le web et les réseaux sociaux qui ont inventé ces phénomènes. Deuxième limite sur laquelle je voulais revenir, la question de la violence expressive sur les réseaux sociaux, de la brutalisation du débat, et cette idée que sur le web et sur les réseaux sociaux, le débat est plus violent et plus agressif que dans d'autres espaces de débat, qu'ils soient en ligne ou dans notre espace physique de tous les jours, et que cette violence verbale, elle produit des phénomènes d'autocensure très forts, c'est-à-dire que lorsqu'on est victime de harcèlement militant ou de violences expressives, quand on nous insulte sur les réseaux sociaux pour les idées qu'on défend, bah, tout simplement, on va avoir tendance à se taire, à moins se mettre en avant, à moins faire valoir nos opinions, et donc que la violence expressive générerait une forme d'appauvrissement du débat en ligne, puisque cette violence nuirait au pluralisme des idées en circulation. Alors d'abord, c'est assez compliqué de savoir si le débat est vraiment plus violent sur Internet qu'ailleurs. C'est difficile évidemment à quantifier. On a des enquêtes sur le sujet qui sont plutôt des enquêtes par sondage. Alors une enquête intéressante publiée en 2016, qui était une enquête Eurobaromètre sur le sujet, portait sur justement la violence en ligne dans 28 pays, dans les 28 pays membres de l'Union européenne, et disait que, donc enquête par sondage, qui disait que parmi les gens qui participaient à des débats en ligne, donc qui sont loin d'être l'ensemble des internautes, qui sont les internautes qui participent à des débats en ligne, 3/4 avaient été témoins, pas victimes, mais témoins d'insultes, de violences expressives, de discours de haine, homophobes, racistes, misogynes, antisémites. Et surtout que le fait d'être témoin de cette violence avait dissuadé la moitié d'entre eux de rentrer dans le débat, alors que c'est ce qu'ils comptaient faire à la base. Donc, ils venaient pour débattre, ils ont été témoins de discours violents, et ça les a dissuadés de rentrer dans le débat. Alors, bon, on pourrait discuter de la méthodologie de sondage d'une telle enquête, mais quand même, elle dit quelque chose sur ces phénomènes d'autocensure. La question, c'est maintenant, si le débat est vraiment plus violent sur Internet, à quoi c'est dû ? À quoi c'est dû ? Alors, il y a plusieurs explications qui sont mises en avant. Généralement, comme le rappelait Dominique, le premier argument qu'on met en avant, c'est l'anonymat. C'est-à-dire que on permet aux internautes d'être anonymes sur les réseaux sociaux. Ça explique le fait qu'ils se lâchent, qu'ils deviennent violents ou qu'ils laissent exploser cette violence, qu'ils insultent les gens, qu'ils diffusent des discours de haine. Alors, on ne peut pas nier que l'anonymat a une forme de libération, enfin engendre une forme de libération de la parole à ce niveau-là, mais il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain et ne pas oublier que l'anonymat libère la parole, mais libère toutes les formes de parole. Et que ce qu'a permis le web, et un des grands apports du web par rapport à ce qu'était l'espace du débat public auparavant, c'est justement de nous libérer, nous les citoyens, d'un certain nombre de carcans sociaux, nos origines sociales, notre couleur de peau, notre sexe,
ces carcans sociaux qui font que lorsqu'on s'exprime en public, on va avoir tendance à se limiter ou à s'auto-censurer. Et ce que permettait le web et cet anonymat, c'était justement de s'en libérer et de pouvoir parler de sujets dont on n'osait pas parler dans notre vie de tous les jours. Autre élément, on s'aperçoit que en fait, l'anonymat n'est pas forcément un facteur de libération de la parole raciste, notamment, parce que justement, cette violence expressive, elle a une dimension stratégique très importante. C'est-à-dire que là aussi, comme le rappelait Dominique, il y a un enjeu dans le débat public aujourd'hui qui est de faire taire son opposant, de faire taire notre contradicteur. Pourquoi ? Pour occuper l'espace du débat. Il y a quelque chose que l'on oublie souvent lorsqu'on parle du débat public en ligne, qui est qu'il y a une majorité silencieuse qui ne fait que assister au débat. La majorité des internautes, ils tweetent pas, ils postent rien sur Facebook, ils commentent même pas, ils likent même pas, ils assistent, ils se servent des réseaux sociaux comme des navigateurs et ils assistent au débat pour s'informer, dans une volonté de s'informer. L'idée de faire taire son contradicteur, c'est que si je suis capable de faire taire quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi, notamment en l'intimidant, en ayant recours à la violence pour le faire taire, eh ben, je vais permettre à mes arguments d'occuper l'espace du débat et potentiellement d'influencer une partie de cette majorité silencieuse qui assiste au débat sans y prendre part. Alors ça, c'est technique d'intimidation, ce qu'on appelle les raids communément. Donc voilà, on se réunit à 20, à 30, à 50, et on va se mettre à tous insulter une personne sur les réseaux sociaux, ou à tous signaler cette personne sur Facebook, pour justement que Facebook le censure. C'est une pratique qui était très courante dans les milieux d'extrême droite, dans ce qu'on a appelé la fachosphère, mais qui tend à généraliser et qu'on voit aussi de plus en plus aussi dans certains mouvements de la gauche radicale, et donc qui vise justement à, comme je le disais, à intimider, à faire peur. Dernier point qui pourrait expliquer cette forme de violence expressive, si elle est plus forte sur les réseaux sociaux, ce que Marianne évoquait sur la question du design des espaces d'expression. Et ça, c'est quelque chose de très important, c'est-à-dire la manière dont on conçoit les espaces d'expression va avoir une influence sur la teneur des propos qu'on va tenir. Twitter, c'est un très bon exemple de la manière dont on va limiter les caractères à disposition, donc on va imposer aux gens de synthétiser leurs pensées, parfois même de la radicaliser. On va les inciter à avoir des mots d'esprit pour se faire remarquer. On va les inciter via les arrobas à mentionner les gens, donc on va inciter à une forme de conflit dans le débat. Et donc le design des plateformes, il n'est pas du tout anodin. Il n'est pas du tout anodin, notamment aussi parce que il va s'articuler au modèle économique des plateformes, modèle économique qui est basé sur la rentabilisation de l'attention. Et donc, l'enjeu des plateformes comme Twitter ou Facebook ou YouTube et toutes les autres, c'est de nous faire passer le plus de temps possible à utiliser leurs services et donc à créer un design qui nous donne envie de rester sur ces plateformes, soit en nous donnant à voir ce qu'on a envie de voir, l'enfermement idéologique, soit en générant des contenus ou des clashs, etc., qui vont nous amuser, nous distraire et nous donner envie, là aussi, de rester plus longtemps sur les plateformes. Et pour conclure, là aussi, j'irai encore dans le sens de Dominique, qui est, face à cette violence du débat, ou cette violence supposée du débat, ou de certains espaces du débat en ligne, est-ce que les solutions qu'on cherche à y apporter aujourd'hui ne sont pas pires que le problème ? Et là aussi, je pense aux questions de nouvelles lois qui se mettent en place contre les fake news, contre les discours de haine, qui portent en elles un principe de délégation des pouvoirs de censure depuis les juges ou depuis les pouvoirs publics vers des plateformes privées, et cette idée qu'on va laisser, notamment à Facebook ou à Google sur YouTube, ce pouvoir énorme de décider ce qui peut être dit ou pas, et ce pouvoir énorme de retirer des contenus et de supprimer des comptes en toute opacité. À titre personnel, moi, ça ne me dérange pas que Facebook ou Google fassent le ménage sur leur plateforme. Ce ne sont pas des plateformes publiques, ce sont des plateformes privées qui ont des conditions d'utilisation. Donc si Facebook décide qu'on n'a pas le droit de tenir des propos racistes sur sa plateforme et que Facebook se décide à retirer les propos racistes, je n'y vois pas forcément d'inconvénient. Le problème étant que moi, en tant qu'utilisateur, j'ai envie d'un peu de transparence sur ces pratiques de censure, c'est-à-dire qu'on me dise pourquoi un compte a été supprimé,
pourquoi un contenu a été retiré et que quand je suis utilisateur, on me laisse la possibilité de contester une opération de censure contre laquelle je serais en désaccord. Ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les contenus sont censurés, les comptes sont supprimés, sans plus d'informations, si ce n'est que votre contenu a été supprimé parce qu'il allait à l'encontre des politiques de la communauté ou des valeurs de la communauté. Je ne sais plus quelle est l'exacte formulation. Et de la même façon, lorsque vous faites supprimer un contenu, vous n'avez pas vraiment de recours par rapport à ça. Donc il y a un enjeu démocratique majeur derrière qui est à qui on laisse la main sur ces pratiques de censure. Il y a un mois, Mediapart a rendu publique une enquête qui montrait comment une partie de la gauche radicale avait vu son audience diminuer radicalement sur Facebook sans avoir d'explications plausibles. De la même façon, Sudrail s'est étonné que dans le conflit social qu'il oppose à la direction de la SNCF, du jour au lendemain, ces postes soient supprimés alors qu'a priori, ils ne contrevenaient pas vraiment aux politiques de publication de la plateforme. Donc il faut qu'on soit attentif à ça. Facebook a annoncé il y a quelques semaines, donc là c'est vraiment l'actualité, qu'il allait mettre en place une espèce de Cour suprême des contenus où un ensemble de personnes extérieures à Facebook auraient le droit de regard sur les politiques de modération de la plateforme et qui permettrait justement aux internautes d'avoir un droit de retour ou de contestation, un droit d'appel sur le retrait de leur contenu. Et ça, je pense qu'il faut qu'on soit vigilant par rapport à ça. J'ai tenu mon quart d'heure. Impeccable. Donc parfaitement, merci Romain. Merci pour ces 3 contributions, je trouve, au débat qui sont très, très riches, qui ont permis à la fois de réfléchir au sens de la question posée. Est-ce que ça a du sens de dire peut-on encore débattre? Et c'est vrai que la base de comparaison, comme l'a dit Dominique, est très utile. Est-ce que l'on débattait? Est-ce que l'on donnait la possibilité à tous les citoyens de débattre avant Internet? La question se pose. On a eu des éléments aussi sur les effets respectifs des publics, en tout cas de la sociologie des publics et des formats, c'est-à-dire des outils, des interfaces numériques. Est-ce qu'ils contraignent et de quelle façon peuvent-ils contraindre la discussion en ligne? Et puis la question enfin de la régulation. Alors l'autorégulation, est-ce qu'on peut vraiment parler d'autorégulation ou la régulation externe, la régulation par le législateur, qu'est-ce qu'elle est susceptible de produire comme effet pervers éventuel? Et puis il y a une question que vous n'avez pas soulevée, moi, qui me semble aussi surgir de vos interventions, c'est l'effet miroir entre ce qui se joue dans les espaces numériques et ce qui se joue dans l'espace public au sens le plus large. Parce que l'ère du clash, finalement, n'est pas du tout spécifique au numérique. Il y a des interférences qui sont évidentes entre les deux univers, l'univers du débat politique classique et l'univers du débat politique sur Internet. L'usage par Trump de Twitter le montre, mais il me semble que si on regarde la politique telle qu'elle se pratique sur les plateaux de télévision, telle qu'elle se pratique éventuellement dans les assemblées, telle qu'elle se pratique ailleurs que sur le numérique, ressemble finalement et suscite les mêmes inquiétudes quant à la polarisation, la disparition des réflexes démocratiques chez ceux qui débattent, l'incapacité à écouter l'autre et toutes ces choses. Ce ne serait pas spécifique finalement au numérique, mais le numérique serait le miroir d'évolutions politiques, sociologiques, anthropologiques plus générales. Voilà. Mais maintenant, je vais donner la parole à la salle. Alors on va prendre. Est-ce que c'est Sébastien qui distribue C'est Sébastien qui va distribuer la parole. J'ai qu'une demande de prise de parole, ce qui est très. Ça va sans doute libérer la parole après. Heureusement. Bonsoir, Lucas de Paris. Je voudrais interroger sur l'argumentation ad hominem, qui est donc pas mal utilisée par les internautes, mais qui est aussi utilisée beaucoup ces temps-ci par les journalistes, parce qu'on a beaucoup accès à des archives. Et donc, on peut voir les contradictions de ce qu'ont dit les gens. Donc, vous avez dit que les internautes négligent le fait que les personnes changent d'avis.
Je pense qu'il y a en fait autre chose. C'est que vous avez pris l'exemple du 49.3 où Hollande, en 2006, critique le 49.3 et il est dans l'opposition. Après, il est président et il l'utilise. Je ne pense pas qu'il ait argumenté en disant voilà, je me suis trompé, finalement, le 49.3, c'est super. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas rationnel, mais c'est une rationalisation après. C'est-à-dire que l'élément principal, il est situationnel. C'est-à-dire que c'est le fait de la position sociale. C'est un peu comme Houellebecq, je pense le plus grand écrivain qu'on ait. Il a désamorcé en 2017, quand on lui demandait pour qui vous avez voté, il dit moi, ça y est, j'ai changé de classe sociale, donc j'ai tout intérêt à voter pour Macron. Et il critiquait en fait les gens qui disent je vote pour ci parce que en fait les idées, c'est ci, c'est ça. Mais en fait, non, c'est surtout une position sociale. Donc voilà, c'est un peu là-dessus que je pense que justement les internautes sont assez lucides pour penser que c'est pas les politiciens, ils ne changent pas vraiment d'avis, ils changent juste de position voilà, par rapport aux intérêts qu'ils ont par rapport à leur carrière ou voilà, des choses comme ça. Voilà. Marianne, si tu veux répondre ou réagir. Oui, juste sur le ad hominem, en fait, la plupart des théoriciens de l'argumentation sont des théoriciens normatifs. Et ce qu'ils disent, c'est que le ad hominem, c'est pas bien. C'est pas rationnel de contrer quelqu'un en montrant les contradictions, parce que ce qui compte, c'est le jugement en lui-même et pas les changements de position d'un locuteur. Moi, je suis absolument pas d'accord et je suis très d'accord avec vous sur l'idée que parfois, on a de très bonnes raisons de penser que les revirements de position publique ne correspondent pas à des changements de conviction et sont juste purement stratégiques. Et il y a des fois où réellement s'applique l'adage selon lequel il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et on peut se dire parfois c'est bien qu'ils aient changé d'avis. Mais dans plein de situations, on se dit simplement que c'était stratégique et c'est lié effectivement à leur rapport aux positions de pouvoir, etc. Donc il n'y a pas de jugement uniforme qu'on puisse porter sur ce type d'argumentation. Des fois, c'est parfaitement rationnel et parfaitement raisonnable, et des fois, ça ne l'est pas, et vous avez absolument raison, ça dépend du contexte, du moment où on a dit les choses, et pourquoi on les a dites à ce moment-là. Monsieur, ça fait penser, votre échange fait penser à la phrase d'Edgar Faure, hein, c'est pas les girouettes qui changent, c'est le vent. Hein, mais c'est vrai que la situation peut avoir changé. On peut tenir deux discours différents à deux moments du temps en ayant gardé la même position alors que le contexte, finalement, lui-même a changé. C'est-à-dire, voilà. Monsieur. Merci pour cette conférence. Je suis désolé, ma question n'est pas encore complètement construite. Je vais me lancer malgré tout. Vous avez beaucoup parlé de Twitter. Je me demandais dans quelle mesure c'est un outil de... Enfin, l'audience avait évolué. Quelle est l'audience quels sont les participants au débat sur Twitter? Est-ce que c'est une sociologie particulière? Vous parliez de threads très intéressants, par exemple, sur Twitter. Est-ce que c'est une sociologie particulière ou pas? Il y a des personnes qui sont davantage spectatrices, qui regardent, qui lisent, qui éventuellement retweetent. Mais est-ce qu'il y a vraiment des participants au débat? Est-ce qu'il y a davantage de spectateurs de ces débats très intéressants, donc qui peuvent être informatifs, mais est-ce qu'il y a une participation importante à ces débats intéressants sur Twitter? Voilà une de mes questions, et je peux poursuivre et terminer. Je me demandais si... je pense à un mot je crois que c'est Chomsky qui disait c'est très difficile d'apporter une idée nouvelle contraire à un consensus général et de la développer en très peu de temps. Et donc d'apporter une idée nouvelle comme ça en 280 signes ou une argumentation complexe, il faut du temps pour pouvoir la développer, l'étayer, etc. Est-ce que ce type de plateforme est le bon dispositif pour pouvoir le faire? Vous disiez qu'en effet, c'était une plateforme, mais que ça ne doit pas être la seule, Twitter. Il doit y en avoir plein d'autres. Et je termine sur ça, et vraiment, je m'arrête là. Twitter, j'ai l'impression que ça sert énormément aux journalistes. C'est plus un outil de relation, c'est aussi un outil de relations publiques qui servent donc aux journalistes pour aller chercher l'information, ce qui buzz et ce qui doit ensuite servir comme... et éventuellement
élément de débat pour eux, puisque c'est relayé sur Twitter, ça doit faire éventuellement l'objet d'un débat sur un plateau. Et à l'inverse, peut-être certains participants des plateaux de télé cherchent à créer le buzz sur un plateau pour qu'ensuite ce soit séquencé sur un réseau social, pour qu'ensuite ce soit retweeté ou sur un... Pardon, ça fait beaucoup d'éléments. Oui, beaucoup de choses. Et effectivement, je pense que là-dessus, Dominique peut vous répondre, mais aussi Romain et Maria. Oui, ce qui est formidable, c'est que vous avez donné la réponse que j'allais faire. Donc, Twitter, c'est vraiment une sociologie très, très particulière. Et partout, dans tous les pays, aux États-Unis aussi. Hein, c'est-à-dire, en fait, il y a... Bon, les chiffres sont variables parce que les plateformes donnent des chiffres faux, toujours. Enfin, ils survendent leur truc, mais on est dans les enquêtes quand même autour de 10% de gens qui ont un compte, hein, qui sont inscrits. Et puis des participants, c'est beaucoup moins. Et en fait, des participants qui partagent des liens vers l'actualité, on est entre 6 et 8% en réalité. Donc en fait, c'est un tout petit monde. Et quand on regarde la sociographie de ce petit monde, il est d'abord, il est plus masculin que les autres réseaux sociaux dont la dominante est d'être féminine, hein, notamment pour Facebook et Instagram. Et surtout, il est extraordinairement diplômé, urbain. Et il a toutes les propriétés en fait des élites sociales et des classes moyennes, supérieures et supérieures. Et du coup, il ressemble beaucoup au paysage que vous décrivez. C'est-à-dire que Twitter, c'est une sorte de caisse de résonance qui s'est mis autour des producteurs professionnels d'énoncés publics, écrivains, experts, journalistes, hommes politiques, etc. Et qui a associé toute une gamme de gens qui sont dans des métiers souvent aussi liés à l'expression, au consulting, des cadres, etc. Dont le fonctionnement est celui que vous décrivez parfaitement. C'est-à-dire, en fait, c'est parce que les journalistes tombent parfois dans le piège, ils pensent que Twitter, c'est la France, donc ils ont l'impression qu'ils ont un sondage d'opinion et que c'est les mouvements qu'ils voient sur Twitter, alors qu'en réalité, c'est un mouvement qui est destiné à les faire réagir dans leurs propres interprétations. Donc, en fait, on produit des effets sur Twitter qui servent à être interprétés par les journalistes comme étant un effet de l'opinion, mais on fait parler cette opinion de Twitter pour ensuite faire des choses dans cet esprit-là. Par ailleurs, il y a une autre chose qu'il veut dire sur Twitter, c'est que Twitter est en France et aux États-Unis, et il faut vraiment le dire, parce qu'on a l'impression, Trump étant sur Twitter, on a l'impression que Twitter est de droite aux États-Unis. Twitter, c'est vraiment très, très libéral, très à gauche. Et en France et aux États-Unis, dans toutes les enquêtes qu'on fait. Donc il y a une composante comme ça. Je finis avec une petite note. Il y a toujours quelque chose qui est une bonne métaphore avec les historiens. Vous savez, les historiens de la Révolution française, je ne sais plus si c'est Darnton ou Arlette Farge, je ne sais plus, toi tu dois savoir, qui parlait des Rousseau des ruisseaux. C'est-à-dire la diffusion dans les rues, et l'argument de Darnton, Robert Darnton, immense historien, était de dire c'est pas Rousseau qui a fait la Révolution française parce que les Français n'ont pas lu Rousseau. Mais en revanche, il y avait des Rousseau des ruisseaux qui étaient les feuilles à la main qui circulaient dans Paris, qui étaient des sortes d'écrivains à compte d'auteur, des gens qui n'étaient pas rentrés dans le tout micro-monde des lettres de l'époque, mais qui étaient des producteurs comme ça d'informations, de calomnies, de romans pornographiques, enfin plein de choses comme ça. Et ces lettres à la main qui circulaient dans les rues ont eu un vrai effet sur la population, sur les émeutes, sur l'organisation, etc. Et dans Twitter, il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire que c'est des gens qui ne sont pas exactement dans l'espace public central dominant et professionnel, mais ils sont à la frontière d'eux, et ils le font vivre à toute vitesse, et parfois ça encourage la culture du clash, même s'il y a plein de choses très intéressantes sur Twitter. Bon. Sur Twitter, il y a une très, très belle contribution à ce que vous dites, qui sont les travaux de Julien Boyadjian, qui a fait sa thèse là-dessus et qui a publié dans la revue que Romain dirige, qui s'appelle la revue Participation, un article qui s'appelle Twitter, baromètre de l'opinion publique, point d'interrogation, et effectivement où il montre qu'il y a un biais absolument fondamental, et toutes les tentatives qui ont essayé d'assimiler ce qui se voit sur Twitter à ce que pensent les citoyens se sont révélées complètement erronées. Hein. C'est un miroir absolument déformant de l'opinion publique. Et Dominique a fait référence à un magnifique livre d'Arlette Farge qui est sorti en 1992, qui s'appelle « Dire et mal dire, l'opinion publique au XVIIIe siècle ». Et en fait, effectivement, où on montre l'importance de ce qu'on appelait à l'époque les nouvelles à la main, c'est-à-dire des deux pages, des recto-verso ou des 4 pages qui étaient très mal écrits et qui ont construit l'opinion publique à la fin du XVIIIe siècle et qui, quelque part, ont provoqué la Révolution notamment.
Marianne, tu voulais intervenir là-dessus ? Mais c'est tellement bas du front que j'hésite après vos interventions. Mais c'est juste que dans la question que vous posiez, en fait, ça me faisait simplement penser, je me disais, on ne peut pas écrire la critique de la raison pure sur un post-it. Et de la même façon, on ne peut pas demander à Twitter d'être un lieu de développement d'argumentation sophistiquée. Mais les post-it, ça sert à d'autres choses et ça sert à noter des idées en cours de rédaction, en cours d'élaboration, etc. Donc la question, c'est de ne pas demander à des dispositifs de faire ce qu'ils ne peuvent pas faire, mais de voir en quoi ils peuvent contribuer éventuellement à des élaborations plus sophistiquées en étant combinés avec d'autres espaces de parole. Monsieur, madame, monsieur. Monsieur, là-bas au fond. On a encore un peu de temps pour discuter. Ensuite, madame. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole en premier, puisque c'était pour rebondir sur ce que vous veniez de dire. En effet, on a beaucoup parlé des réseaux sociaux, d'éventuellement la violence qui pouvait s'y développer. Mais on a aussi, et vous l'avez très justement dit, que l'architecture en elle-même de ces plateformes était peut-être en cause, puisqu'elle n'avait pas forcément été pensée à l'origine quand elles ont été développées ou quand l'idée est née dans la tête de leurs développeurs, d'avoir cette fonction-là de production d'idées étayées, d'intelligence collective, etc. Alors, ma question, c'était qu'il se trouve, j'ai l'impression, un certain nombre de plateformes qui se sont donné cette ambition d'essayer de créer une architecture qui puisse, elle, être productrice d'intelligence. Alors je pense notamment aux plateformes de la Civic Tech qui essayent de créer des nouveaux outils de démocratie participative. Alors je voulais vous poser la question de est-ce que ça peut représenter un espoir d'une nouvelle façon d'imaginer le numérique comme espace de discussion apaisée. Voilà, c'est ça ma question. Alors, oui, vous avez raison. Effectivement, il y a déjà, effectivement, les plateformes qui ont été de réseaux sociaux n'ont pas forcément été inventées pour ce qu'elles sont devenues, pour être des espaces de débat public. Et surtout, chaque plateforme, en fonction de son design qui lui est propre, de son architecture, remodèle le débat à sa sauce et porte une forme de projet en elle-même. Et je suis assez d'accord pour dire qu'on ne peut pas demander à une plateforme qui est faite pour quelque chose de faire autre chose. Effectivement, dans le monde de la Civic Tech, on a... Alors, tout le monde ne sait pas forcément ce que sont les Civic Tech. Elles sont connues mais comment tu les définis ? Alors, les Civic Tech, ce sont des technologies qui sont utilisées dans un but démocratique, civique, une forme d'équipement de la démocratie participative, on pourrait dire. Par exemple, des plateformes consultatives, des applications de participation citoyenne, voilà, des outils numériques au service des citoyens qui visent à favoriser l'engagement, la participation, pour le dire un peu rapidement. Et dans ce monde de la Civic Tech, donc, il y a beaucoup d'ingénieurs, de développeurs qui travaillent et qui se donnent pour mission de chercher effectivement le design pour créer les meilleures conditions de débat possibles et qui vont explorer justement des nouvelles formes d'intelligence collective, comme vous le disiez. Alors moi je pense que c'est important parce qu'effectivement il y a des modèles nouveaux qui émergent, qui sont utilisés d'ailleurs dans les consultations. Alors il y a l'entreprise Cap Collectif qui, parce qu'elle a développé les plateformes consultatives, de nombreuses consultations du gouvernement, aujourd'hui est très, très visible avec sa manière d'organiser à la fois les échanges, les votes sur les arguments, l'avis des internautes, etc. Il y en a beaucoup d'autres. Par contre, effectivement, il y a un fossé qui sépare encore ce monde de la Civic Tech qui est orientée vers une participation, c'est pas utile que je veux dire, mais qui est directement utilisable dans les politiques publiques ou dans l'action publique, et le monde du débat public en ligne, un peu foutraque tel qu'il a lieu sur les réseaux sociaux et dans notre vie de tous les jours, où les gens dont on fait tous partie quand on débat au quotidien avec nos proches de l'actualité ou d'autres choses, on le fait là où sont nos proches, donc on le fait sur les réseaux sociaux qu'on a l'habitude d'utiliser, et on va pas forcément faire la démarche d'aller sur un autre type de plateforme pour le faire. C'est pour ça que les plateformes consultatives, historiquement, ont eu quand même des succès d'audience très limités, même si ça commence à évoluer aujourd'hui avec des consultations qui marchent bien plus.
Oui, l'orientation de la séance de ce soir n'était pas autour des civic texts, c'était vraiment le débat public sauvage. C'est un parti pris. Il aurait pu être intéressant de comparer finalement les espaces un peu policés ou dédiés à la participation citoyenne, à cet espace public numérique. Marianne, c'est peut-être le moment de parler de ton deuxième exemple que tu n'as pas pu présenter sur la plateforme consultative sur les retraites. Ah, il y a 40 diapos. Non, si ça nous entraîne. Non, mais dis. Parce que tu souhaitais poser une question, moi, qui me semble intéressante au regard de ces instruments-là, justement. Ben, il me semble que les plateformes auxquelles vous faites allusion, elles ont une caractéristique qui est que c'est le processus de participation, ce qui se passe dans la dynamique des échanges qui compte. C'est ça qui est important. Dans des débats publics institutionnels qui sont lancés, le gouvernement va solliciter des prises de parole sur un certain nombre de sujets et le but, affiché en tout cas, n'est pas de prêter beaucoup d'attention au processus en lui-même, mais à ce qui va en sortir. Et il y a un engagement de traitement des données discursives qui auront été générées. Donc en gros, c'est des dispositifs dans lesquels on dit aux gens « exprimez-vous sur ces sujets-là ». Et puis on met en place un certain nombre de dispositifs pour permettre aux gens de s'exprimer. Et en général, ça marche. Ça marche au sens où il y a beaucoup de productions discursives qui vont avoir lieu et les gens qui ont organisé ces consultations se retrouvent avec des masses de discours à traiter. Le problème est, qu'est-ce qu'ils en font ? Et il y a une espèce de... Enfin, personnellement, je trouve qu'il y a une espèce de... Enfin, je suis très désemparée de voir à quel point il y a une énergie qui est dépensée pour solliciter, pour susciter de la parole, avec un impensé du côté du traitement. Et en particulier, dans les débats publics, la CNDP a mis en place 3 mots d'ordre, a explicité 3 principes que doivent respecter les débats publics: la transparence, l'équivalence, l'argumentation, ce qui est évidemment ce qui m'intéresse moi. Donc on considère qu'il ne suffit pas de demander aux gens « donnez votre position sur le sujet », mais il faut l'argumenter, dites pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec les autres, etc. Mais on n'a pas actuellement d'outils qui permettent de restituer cette dimension argumentative des contributions. Les outils dont on dispose, qui sont des outils de traitement quantitatif des données discursives, donc grosso modo la lexicométrie, ça permet de dire des choses, mais absolument pas d'identifier les dynamiques argumentatives des données qui sont produites. Donc il y a une espèce de paradoxe qui est, pour moi, extrêmement troublant, qui est parler, et pas juste parler, argumenter vos positions, et puis, d'une part, il n'y a personne qui vous répond et qui répond à vos arguments, et d'autre part, il n'y a personne qui les synthétise en rendant compte en tant que séquence argumentative. Donc, voilà. Madame. Merci. Ça va être un peu compliqué parce qu'il y a eu des réponses en fonction de la question qui a été posée là. Et là, en fait, juste sur ça, ce qu'il y a d'assez... parce que c'est ça, une des premières questions, c'était par rapport à Twitter, où il y a des débats assez vifs, violents. Et puis de l'autre côté, d'autres qui devraient être des débats, des plateformes de contribution, où il n'y a pas de débat, où il faut être assez calé. Et je ne comprends pas pourquoi il ne peut pas y avoir un mélange entre à la fois du plus animé sur Twitter et puis du plus constructif sur la plateforme dite contributive. J'avais une deuxième question qui était, moi j'ai un peu l'impression, je fais complètement partie de ces gens qui, violence c'est niette. Donc je suis partie, et ce qui m'inquiète, c'est que même quand vous dites c'est inquiétant qu'il puisse y avoir une volonté d'empêcher certains de s'exprimer parce que violent, j'ai même pas envie de réagir. Parce que vraiment, je trouve que cette violence-là, elle n'est peut-être pas réelle, mais en tous les cas, à chaque fois que j'y vais, c'est ce que je vois. Je la comprends pas, j'en veux pas. Je suis d'accord avec vous, c'est pas par la censure qu'on peut y arriver, mais y aurait-il un moyen de faire revenir les personnes ou ceux qui y vont? Alors, c'est peut-être pas les plus jeunes, mais je pense que les plus âgés, ils voient de la violence comme ça, ils vont pas là. Ça veut pas dire qu'ils peuvent pas s'exprimer. Et l'autre sujet, j'ai l'impression aussi que plus ça va et plus certains, ce qui ne donne pas envie de débattre non plus, considère que je m'exprime, donc je sais. Du coup, on essaie de dire, mais alors, pas non plus énormément pour s'exprimer, mais voilà, j'ai quand même fait ça, au bout d'un moment, on en a marre d'avoir à justifier, et c'est sous prétexte que je m'exprime, je sais, et les autres, vous vous taisez, sinon, j'ai pas le droit de m'exprimer. Enfin, vous voyez, on arrive dans une espèce de...
on n'a plus envie d'essayer d'expliquer ce que peuvent faire certains en disant tu te trompes, et donc on n'y va plus, on ne répond plus, et une forme d'autocensure. Voilà. Moi, je ne vais pas répondre à tout, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. Peut-être sur le premier point et en lien, il y a un enjeu central dans dans un débat argumentatif qui est de trouver la théorie de la légitimité qui permettrait de faire le traitement derrière. Ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que c'est l'argument le plus fort, c'est-à-dire on irait vers l'entente, ou l'argument le plus rationnel. Et donc, ça voudrait dire qu'on aurait une idée de la manière d'évaluer les bons arguments, ce qui est quand même compliqué. Alors, il y a des dispositifs quand même qui existent un peu. Moi, c'est ça, là-dessus, je voudrais insister. C'est en fait, on sait qu'il y a des techniques dans lesquelles on produit de l'argument, le site organise les arguments, Bluenov essaye un peu des choses comme ça, et ensuite on fait voter sur les arguments. C'est-à-dire que finalement, on fait voter sur l'argumentation qui est mise. C'est un peu compliqué à mettre en place. C'est tout ce que le gouvernement n'a pas fait pour le grand débat, puisqu'il y avait bien la fonctionnalité dans la plateforme qu'ils ont utilisée de faire voter les gens sur les arguments, mais il l'a enlevé délibérément. Donc comme ça on était tranquille, alors que c'est quand même l'endroit où on peut arriver à voir un peu de signaux à l'intérieur de ces argumentations qui est fort. Et puis après sur vos remarques, moi il y aurait plein de choses à dire, mais vous êtes parti parce que c'était violent. La réalité, non mais je voudrais dire quelque chose quand même, la réalité d'Internet, c'est que c'est tendre, doux. Les gens se like, ils se love, ils s'adorent, etc. En volume, statistiquement, la part de violence est infime par rapport à la part de love, hein, qui est constante quand même. Si vous regardez vos pages Facebook ou Instagram, c'est ça qui est omniprésent. Donc, il y a quelque chose qui est un peu compliqué, c'est qu'effectivement, quand il y a de la violence, on la voit tout de suite, et alors tout d'un coup, elle colore tout le paysage. Et on ne voit plus rien d'autre que ça. Le petit réflexe un peu compliqué, moi je veux dire, c'est ce que je pratique, c'est justement la laisser de côté. C'est quelqu'un qui a retweeté un truc violent, puis juste de faire comme si on ne le voyait pas, voilà, de le laisser passer, et surtout de ne pas répondre. Hein, et qu'une partie du travail, et on le voit quand même sur certaines plateformes, c'est-à-dire qu'il y a une domestication progressive ou un apprentissage qui se fait des internautes, mais les gens... Ceux qui sont l'objet de violence, en réalité, c'est très rarement les internautes ordinaires, vous, moi, etc. La plupart du temps, c'est des personnalités qui se prennent, le flux. Ou alors, vous êtes un intervenant actif, et dans ce cas-là, vous allez chercher la polémique. Mais la plupart du temps, ça ne vous arrive pas à vous, mais vous voyez passer les choses violentes. Et il y a des échelles de visibilité. Alors voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est que ce qui est assez frappant sur Facebook, sur Twitter, etc., enfin sur tout le numérique, il y a des gens très très visibles, et puis il y a des gens pas visibles du tout. Et que les clashs, etc., ils sont souvent produits par des gens qui ont une très faible visibilité, mais qui vont commenter un compte qui lui-même est très visible. Donc c'est leur stratégie. Il faut que le compte très visible ne réponde pas. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire et surtout qu'il ne retweete pas ce qui a été fait, parce que c'est ce que cherchent les harceleurs, hein, c'est que quelqu'un, alors qu'eux ils ont 5000 followers, c'est-à-dire personne, 2000, non mais c'est pas grand monde, c'est voilà, c'est mais je crois que je sais plus combien j'en ai, mais... Et ce qu'ils cherchent, c'est à être répercuté par les autres, et que dès qu'on le fait, on rend visible des choses qui sont en fait des sortes d'agressions de coin de rue, en fait, un petit peu enfin pas très pertinente et utile. Alors, et c'est vrai que quand la violence explose, on ne voit qu'elle, et ça masque un petit peu toutes les pratiques de bienveillance qui peuvent exister. Moi, juste par rapport à votre témoignage de dire je suis parti parce qu'il y avait de la violence, ça m'évoque quand même qu'au printemps dernier, on a vu beaucoup ça sur Twitter venant de journalistes qui disaient j'en ai marre de me faire insulter tous les jours dès que je dis quelque chose. Je mets mon compte en pause pendant quelques temps, et comme on le disait tout à l'heure, effectivement, Twitter, c'est très utilisé par les journalistes. Et je pensais à ce qu'un chercheur néerlandais disait à propos des données personnelles.
j'ai oublié son nom, il parlait de social cooling, de refroidissement social, après l'affaire Snowden, en disant qu'avec Snowden, les gens avaient pris conscience que nos données personnelles étaient commercialisées par des plateformes ou utilisées pour nous surveiller, et donc que les gens en disaient moins sur les réseaux sociaux, participaient moins, parce qu'ils avaient peur que ce soit utilisé contre eux, et donc que ça créait une forme de refroidissement. Voilà, il y avait moins d'enthousiasme, en tout cas, à participer sur les plateformes. Et des fois, j'ai le sentiment, mais je ne sais pas s'il est fondé ou pas, ça n'a rien de scientifique, qu'on assiste à une même forme de refroidissement social aujourd'hui, justement, sur ces pratiques de débat, moins à cause de la violence qu'à force d'avoir des indignations récurrentes au quotidien, où tout le monde s'indigne de tout, tout le monde y va de son coup de gueule quotidien sur tous les sujets possibles et imaginables, et qui vont générer au final une certaine forme d'indifférence à toutes ces causes, et qui sont en fait quelque part un frein à l'action. C'est-à-dire que taper son coup de gueule en 280 caractères, c'est pas vraiment agir, quoi. C'est exprimer un coup de gueule, mais ça donne une certaine forme quelque part de sentiment d'avoir fait quelque chose. Alors là, je sais que je suis à un niveau très café du commerce en disant ça, mais il y a quand même cette forme que je ressens autour de moi sans pouvoir la quantifier ou quoi que ce soit, d'indifférence ou de lassitude sur justement les formes que prennent le débat sur les réseaux sociaux. Marianne, tu voulais dire quelque chose ? C'était juste une réaction à cette solution qui est parfois proposée pour les consultations sur Internet, hein, de dire on va faire une espèce de pré-traitement pour pouvoir favoriser, rendre possible le traitement de la dimension argumentative. Et par exemple, on demande aux gens de voter pour ou contre cet argument, ou bien de dire, voilà, cette proposition, moi je suis pour, moi je suis contre, voilà mes arguments. On met dans une colonne, on nous demande de mettre dans une colonne les arguments pour, dans une colonne les arguments contre. On doit déjà choisir avant de s'exprimer le thème sur lequel on va s'exprimer sur le débat général. Et moi, ça me révulse. Parce que ça ne correspond pas aux pratiques argumentatives normales. Dans la vraie vie, quand on vous demande votre avis sur un sujet, la plupart du temps, ce n'est pas « moi je vote pour, moi je vote contre », la plupart du temps, c'est « oui, si » ou « non, mais ». Et de me demander de dire « vous êtes pour, contre », déjà, je ne peux pas, ça m'énerve. De me dire « sur ce sujet général, vous voulez intervenir sur quel thème ?» Mais qu'est-ce que j'en sais? Les thèmes ne sont pas indépendants les uns des autres. Et par exemple, sur la plateforme des retraites, on demande, voilà, discussion, vous voulez participer au fil de discussion sur la pénibilité du travail ou bien sur celle de l'âge du départ à la retraite? Genre, ça n'a rien à voir. Bien sûr que c'est lié. On va considérer qu'on doit partir plus tôt quand on a eu un métier pénible. Donc, cette espèce de pré-traitement en disant on va vous orienter vers un thème ou vers un autre, pour moi, ne correspond pas à grand-chose. Et je comprends bien qu'il faut arriver à trouver un équilibre entre rendre les interventions traitables et respecter une espèce d'écologie de l'argumentation. Moi, je suis du côté de l'écologie de l'argumentation. Je ne supporte pas qu'on me demande de faire un pré-traitement de ce que je vais raconter. Tout de suite, ça me décourage. Je ne participe pas. Non, je peux répondre. Moi, je partage la même idée en réalité. Mais plutôt de penser qu'en fait c'est l'expressivité diffuse qui occupe des lieux qui ne sont pas les lieux participatifs qui est plus intéressante que les dispositifs participatifs qu'on met en place. Mais la politique quand même, parce que c'est un débat que Loïc connaît mieux que moi, mais la question de la démocratie participative, c'est la relation avec les décisions politiques. Donc si on veut produire de la décision politique, la forme politique, elle est hyper violente. Elle nous demande de voter à la fin, elle nous demande de dire oui ou non. Le vote majoritaire, c'est quand même la chose la plus violente du monde. Donc si on veut inscrire les dispositifs participatifs dans des process politiques, plutôt que de faire de l'écoute de l'opinion, et de l'écoute mal faite, parce qu'après on picore dedans, on prend les arguments qui nous intéressent, et puis on enlève les autres, il faut arriver à trouver des procédures. Alors je dis ça parce que les procédures Wikipédia, de vote sur Wikipédia, qui sont très sophistiquées, qui sont de l'argumentation votée. L'argumentation n'est pas produite par le décideur, il n'y a pas de décideur, c'est les Wikipédiens produisent une série d'arguments et puis ensuite rangent les arguments, puis ensuite votent sur les arguments qu'ils ont eux-mêmes rangés. Et les dispositifs qui étaient mis en place pour la loi Le Maire, on ne vote pas sur les arguments que proposait le gouvernement de la loi Le Maire, mais on vote sur les arguments des autres internautes qu'on voit et ça permet tout d'un coup à travers toutes les expressions, de laisser la foule, enfin les internautes, ranger eux-mêmes la hiérarchie des points de dénonciation. Alors je sais que c'est
du formalisme, que c'est de la procédure, mais moi, au fond, je pense que si on veut l'accrocher à la politique, on est obligé de procéder à ces réductions, tout en sachant qu'évidemment, la vraie expression, elle est dans tout simplement l'écoute des logiques argumentatives organiques, on dira. Alors, pardon, voilà, juste pour rebondir sur ce que demandait l'intervenante tout à l'heure et qui disait est-ce qu'on ne peut pas réconcilier quelque chose comme les échanges spontanés sur les réseaux sociaux et les dispositifs extrêmement formalisés. Déjà, on réintroduirait une vraie possibilité d'échange à l'intérieur de ces fichus dispositifs qui en fait fonctionnent comme des espèces de tableaux en liège sur lesquels on va punaiser différentes interventions sans leur permettre d'interagir entre elles. Là, ça me paraîtrait plus légitime de demander ensuite aux gens voter. Mais à partir du moment où on leur dit allez-y, dites ce que vous avez à dire, on va ranger ça dans nos caisses, et puis après ce qu'on comptera, c'est qui a voté pourquoi, ça me convient pas. On va prendre une dernière question parce que normalement le débat doit se terminer. Monsieur avait demandé la parole tout à l'heure et il faut vraiment terminer la réunion, mais effectivement la discussion s'engage là sur des terrains tout à fait intéressants et sur lesquels les réponses ne sont pas univoques. Monsieur, une question courte et on demandera aux intervenants aussi de faire des réponses courtes et puis on terminera la table ronde. Alors je vais résister une question courte. Vous avez parlé tout à l'heure du lien et de la violence qui augmentait en dehors du numérique. Moi, ma question, c'est est-ce qu'il y a une causalité avec Internet ou c'est un phénomène qui prédate ? Alors dites-moi. Vous avez parlé tout à l'heure de la violence des débats qui existaient en dehors du numérique et qui augmentaient en dehors du numérique. Est-ce qu'il y a causalité avec Internet ou c'est un phénomène qui prédate ? Ça, c'est une vraie énigme. Alors, pour la réflexion, je pense que Romain a commencé à défricher cette question, mais on a insisté quand même à ce que ceux qui ont lu Ilias appellent l'euphémisation du débat politique. Si on compare à ce qu'il était dans l'entre-deux-guerres ou à la fin du XIXe siècle, le débat politique visible, officiel, s'était considérablement policé, me semble-t-il, dans les années 50-60, avec aussi un rapprochement aussi des positions. Aujourd'hui, il y a, me semble-t-il, des effets de polarisation dans le débat, mais qui sont simultanés à ce que l'on observe sur Internet. Les États-Unis nous montrent en quelque sorte l'exemple, la polarisation du débat politique qui va aux extrêmes, où des militants républicains appellent au lynchage d'élus démocrates. Bon, ce sont des choses qui réapparaissent et qui semblaient impensables il y a encore une vingtaine ou une trentaine d'années. Donc l'hypothèse selon laquelle Internet ne serait que le miroir finalement d'une évolution politique plus générale, c'est une hypothèse qui me paraît devoir être considérée. Mais bon, je ne sais pas ce qu'en penserait Romain. Si, moi je suis complètement d'accord avec ça. Je pense qu'on est tous d'accord ici pour dire que c'est pas Internet qui rend les gens violents, radicaux ou qui crée de la polarisation, mais que ça marche plutôt comme un révélateur de l'évolution de la société. Et après, il y a aussi un effet d'entraînement. C'est sûr que ça révèle une évolution de la société, et puis parce que ça permet aussi de débattre d'une certaine manière et de participer d'une certaine manière, ça va aussi entretenir ça, mais le débat est violent aujourd'hui parce que la violence dans la société progresse et la radicalité progresse et voilà. Enfin, moi, mon point de vue, c'est plutôt qu'Internet en est l'écho que la cause. Il y aurait plein de choses à dire, mais c'est très spéculatif de dire ça. Mais le débat politique, quand les camps et les programmes idéologiques étaient extrêmement clivés, était plus fort qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc on pourrait soutenir la thèse de l'euphémisation de la polémique par la disparition des grands enjeux programmatiques ou idéologiques dans nos sociétés. Et moi, il me semble qu'en fait, une partie de la violence dont on parle, là, qui est la querelle, en fait, la petite querelle, le clash, ou les débats un peu mineurs qu'on essaie de mettre au centre, là, on est quand même beaucoup victimes de ça, ils sont quand même très, très liés à la grande transformation qui n'est pas liée à Internet, mais dans laquelle Internet contribue, enfin, il joue un rôle qui est la méfiance à l'égard de la représentation et des élites. En fait, une partie de l'expression de cette âpreté dans les débats, de ces contestations, de cette sorte de violence, elle est quand même très très liée à la mise en cause
du pouvoir, des puissants, des corrompus, des médiateurs, etc. Et que d'une certaine manière, il y aurait plusieurs types de querelles, de clashs à aller identifier, soit qui soient liés à des camps politiques ou idéologiques extrêmement bien constitués. On sait qu'on en refabrique sur le voile, sur le climat, etc., etc. Mais enfin, on n'est pas dans le débat quand même central sur la forme du capitalisme ou des choses qui étaient, enfin, on l'a assez peu quand même. Mais qu'en revanche, on a énormément d'âpreté et extraordinairement violente à l'égard des hommes politiques, des médiateurs et des experts, et que ça quand même, ça génère beaucoup. Alors c'est peut-être parce que je sors d'un grand voyage dans les pages Gilets jaunes, mais où il y a beaucoup d'argumentation, où il y a beaucoup de prise d'informations, etc. Mais sur le fond d'une tonalité qui est complètement orientée autour de cette méfiance à l'égard des élites qu'il faut faire dégager. Le dégagisme, c'est ça qu'on dit. Très bien, merci. Merci aux intervenants. Voilà, alors je vous donne rendez-vous. Alors, je ne sais pas exactement, c'est en décembre. Alors, je vais le préciser, effectivement. Bah, vas-y, donc c'est Sébastien qui va vous annoncer la troisième et dernière séance. Donc, merci à vous tous d'avoir été présents. Bien sûr, je remercie vivement nos 3 intervenants, Marianne Doury, Romain Badoir et Dominique Cardon, ainsi que Loïc Blondiot pour l'animation brillante de cette table ronde. Je remercie bien sûr aussi nos collègues de la régie audiovisuelle qui ont permis que cette rencontre soit diffusée en direct sur notre web TV, et vous pourrez donc la retrouver d'ici quelques semaines en replay sur notre site internet ainsi que sur notre chaîne YouTube. Bien sûr, et je vous remercie, Monsieur Cardon, d'avoir en fait annoncé le thème de la prochaine rencontre, puisque le 16 décembre, ce sera bien sûr sur l'articulation entre débat, participation et décision politique. Nous aurons d'ailleurs un représentant, un élu local, ainsi que des personnes participant ou ayant participé à la Commission nationale du débat public. Je termine en vous disant que si ça vous intéresse, à la sortie, vous pourrez trouver aussi des bibliographies indicatives sur la démocratie participative, où vous retrouverez bien sûr certains des titres des intervenants de ce soir. Très bonne soirée.